Bonjour tout le monde. Mon nom est Fanny Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique, directrice du Centre de recherche sur la gouvernance et aussi co-titulaire de l'Axe 4 du réseau de la recherche en économie circulaire du Québec portant sur les leviers politiques. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous d'accueillir nos deux conférenciers. Donc, le REC est heureux de poursuivre sa série de webinaires cet automne. Après notre dernier webinaire sur l'état de la circularité au Québec, nous explorons aujourd'hui les villes et les régions circulaires européennes avec Sébastien Bourdin et Nicolas Jacquet. Donc, je vous les présente. Sébastien Bourdin est professeur à l'École de management Normandie Business School et titulaire de la Charte d'excellence européenne économie circulaire et territoire. Ses travaux portent sur le développement territorial, la transition écologique et l'évaluation des politiques publiques avec une expertise particulière sur l'économie circulaire et les dynamiques européennes. Pour ce qui est de M. Jacquet, il est chargé d'études et de recherche au sein de la même chaire d'excellence européenne en économie circulaire et territoire. Il a réalisé des études sur le déploiement de l'économie circulaire dans les villes, le réemploi dans le secteur de la construction et a publié plusieurs articles scientifiques dans les revues internationales. Puis, à la fin, on va prendre un moment pour prendre vos questions. Donc, la présentation va durer une quarantaine de minutes. Les 20 dernières minutes vont être dédiées à des questions et réponses. Notez que tous les liens partagés pendant le webinaire seront disponibles dans le courriel post-événement et sur le site web du REC sur la page événements du site web. Pour ce qui est de notre prochain webinaire, donc sortez vos agendas, ça va être le 16 décembre avec Sophie Berheim et Sarah Roy-Bouchard qui nous présenteront les pratiques d'économie circulaire dans les entreprises québécoises. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire. Je laisse maintenant la parole à M. Bourdin, M. Nicolas Jacquet pour leur présentation. Super, merci beaucoup Fanny pour cette présentation. Donc effectivement, aujourd'hui on va vous partager une étude que l'on a publiée récemment et qui porte sur la contribution des villes et des régions européennes à l'économie circulaire. Et pour ça, on a réalisé une analyse des stratégies territoriales de villes et régions en Europe. Et donc cet article a été effectivement publié récemment dans Regional Studies. L'idée de cette présentation, c'est d'abord de revenir un petit peu en guise d'introduction sur ce qui nous a motivé à écrire ce papier. Ensuite, je laisserai la parole à Nicolas qui présentera la méthodologie et les principaux résultats. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour la discussion. Alors, tout d'abord, en guise d'introduction, sur le contexte de l'étude, évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une ultra nécessité à déployer l'économie circulaire au niveau local et à prendre en compte cette dimension territoriale de l'économie circulaire. Et quand on regarde ce qui se passe un petit peu en Europe, l'Union européenne, très clairement, pousse de plus en plus l'économie circulaire au cœur de l'agenda de sa politique, avec des cadres législatifs dédiés. Il y a un plan d'action sur l'économie circulaire qui a été adopté en mars 2020 et il y a un troisième plan d'action qui va être publié, qui est en discussion actuellement et qui sera publié en 2026, avec des législations importantes qui portent sur l'économie circulaire. On a aussi la désignation récemment d'une commissaire européenne à l'économie circulaire. Donc tout ça montre que, voilà, au niveau de l'Union européenne, en tout cas, il y a une vraie volonté de déployer l'économie circulaire. Et puis, il y a aussi une volonté d'accompagner les territoires dans le déploiement de l'économie circulaire. Et à l'instar des initiatives qui peuvent exister au Québec, eh bien, l'Union européenne a développé son Circular Cities and Regions Initiative qui vise à accompagner des territoires pilotes et à les accompagner à la fois financièrement, mais aussi techniquement et en mettant en évidence les bonnes pratiques et en les diffusant partout en Europe. Néanmoins, en même temps, ce dont on se rend compte, c'est que même si les ambitions de l'Union européenne sont très fortes pour déployer l'économie circulaire, il y a beaucoup de territoires qui en sont vraiment au balbutiement et il reste encore beaucoup de choses à faire.
Alors, si je continue, l'idée de cet article qu'on a publié, c'était de comprendre qu'est-ce qui motivait les territoires à mettre en œuvre des politiques d'économie circulaire. Donc, à comprendre leur motivation et avec l'originalité de ne pas directement aller faire des entretiens auprès des territoires eux-mêmes. Alors, on l'a fait, mais dans un autre article, mais d'aller analyser les stratégies d'économie circulaire qu'ils avaient produits, donc aller analyser les documents stratégiques. Et donc, on va regarder quels sont les rôles que les collectivités territoriales locales jouent dans le déploiement de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un petit peu les deux grands objectifs de ce travail. Alors, je ne vais pas revenir sur les 10 R parce que vous les connaissez tous par cœur et qu'on fait tous partie du réseau du REC, donc il y a plus de secret pour vous sur l'économie circulaire. Mais je vous demande quand même de garder en tête cette fameuse échelle des 10 R parce que cette échelle-là, on la remobilise plus tard quand on analyse les stratégies d'économie circulaire des territoires en Europe avec l'idée de regarder si ces territoires-là sont plus engagés vers le haut de l'échelle ou vers le bas de l'échelle. En termes de cadre conceptuel, on a mobilisé donc des travaux récents d'autres collègues et qu'on a publiés aussi sur l'idée de la nécessité de territorialiser l'économie circulaire. Donc, il y a des travaux qui ont été poussés aussi au Québec, notamment chez Drake Chambessy, Juste Rajaozon, sur la dimension territoriale de l'économie circulaire, entre autres. Euh, et, 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 et donc, avec André Thor, on a développé l'idée que pour que l'économie circulaire au niveau local fonctionne, il y avait besoin de créer un écosystème territorial circulaire. Et on a essayé de lister les ingrédients de cet écosystème territorial circulaire, avec au premier plan le rôle des institutions et du support public, mais aussi l'idée que cet écosystème territorial circulaire, s'il doit exister, il doit exister parce qu'il y a des collaborations entre acteurs et parce qu'il y a de la main-d'œuvre locale qualifiée et parce qu'il y a aussi des ressources financières, des supports pour les entreprises pour qu'elles puissent se développer aussi et qu'il y a des structures, des infrastructures de traitement des déchets, des infrastructures diverses et variées qui vont permettre de mobiliser les ressources qui vont être nécessaires au déploiement d'écosystèmes territoriaux. Et il faut aussi qu'il y ait une culture de l'innovation et une culture circulaire, ce qui n'est pas le cas partout dans tous les territoires. Mais cette culture, heureusement, se crée, se développe, s'enrichit et se cultive. Dans le cadre conceptuel, un autre élément important, c'est celui de l'intermédiation territoriale. L'intermédiation territoriale, c'est, si je vais le définir de manière simple, un ensemble de rôles que certains acteurs, qu'on va appeler des tiers acteurs, vont jouer. Il y a trois principaux rôles, le rôle de promoteur, le rôle de facilitateur et le rôle d'enabler, donc de faiseur de relations aussi, d'entremetteur. Et en gros, l'idée ici, c'est que quand on veut déployer l'économie circulaire, et bon, on ne le fait pas dans son coin. L'économie circulaire, elle est par définition un système d'action collaboratif. Et or, les collaborations ne vont pas de soi. Et donc, cette intervention territoriale, elle va permettre de mettre en relation des acteurs et elle va permettre de favoriser les collaborations qui ne vont pas de soi. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs travaux qui ont mis en évidence que les collectivités territoriales pouvaient jouer ce rôle d'intermédiation territoriale, c'est-à-dire ce rôle de promoteur, de facilitateur, d'entremetteur, d'orchestrateur, de façon à faciliter au niveau local le déploiement de l'économie circulaire. Maintenant, je laisse la parole à Nicolas sur la partie méthodologie. Donc Sébastien le disait tout à l'heure en introduction, donc c'est une étude qui repose sur une analyse documentaire, donc en l'occurrence une analyse d'un corpus de 54 documents de planification.
Donc des feuilles de route, des plans d'action dédiés à l'économie circulaire qui ont été publiés entre 2016 et 2025. Et dans le détail, c'est 37 villes et 17 régions européennes. Donc sur le corpus en lui-même, donc deux choses. Donc on observe une montée en puissance du nombre de stratégies après 2020, puisqu'on a un tiers de documents qui sont postérieurs à cette date. Et 2020, en fait, ça coïncide avec la publication du deuxième plan d'action au niveau de la Commission européenne pour l'économie circulaire. Donc, il y a clairement eu un effet d'entraînement sur ce plan-là et inciter aussi les villes et les régions à s'engager sur l'économie circulaire. Et une deuxième chose, c'est que là, vous pouvez le voir sur la carte. Donc, il y a une très forte concentration en Europe de l'Ouest, puisque 67% du corpus se retrouve principalement dans les grandes métropoles d'Europe occidentale. Donc, on a Amsterdam en 2015, donc qui est la première ville en Europe à avoir mis en place une stratégie. Donc, quelques mois avant le tout premier plan de la Commission européenne. Ensuite, on a eu Bruxelles, Paris et Londres en 2017-2018. Donc voilà. Et en fait, ces villes, donc plutôt en Europe occidentale, aujourd'hui, elles en sont à des stratégies de ce qu'on appelle deuxième génération. C'est-à-dire, c'est des stratégies qui vont être plus complètes et surtout beaucoup plus opérationnelles et généralement plus intégrées aux politiques urbaines. Donc nous, on a choisi, lorsqu'on avait le choix, d'aller étudier plutôt ces stratégies de deuxième génération en faisant le pari qu'elles étaient un peu plus matures sur l'échelle des d'hier et qu'elles seraient moins orientées déchets. Tu peux passer à la slide suivante. Donc sur ces stratégies en elles-mêmes, c'est vrai que 54 stratégies, on peut se dire à la fois c'est peu et c'est beaucoup. Et en fait, c'est vrai que nous on s'attendait à pouvoir en collecter davantage, mais en fait ce qu'on constate lorsqu'on met le nez dans les documents, c'est que il y a un foisonnement à l'échelle européenne d'initiatives isolées, mais encore très très peu de stratégies consolidées. C'est-à-dire que beaucoup de collectivités ont lancé donc ces dernières années des projets pilotes où elles participent à des programmes européens sans nécessairement formaliser une stratégie locale ou régionale claire. Donc c'est le cas notamment de Berlin ou de Munich qui, si vous regardez Circular Berlin ou Circular Munich, vous verrez qu'il y a des associations de montée, un écosystème d'entrepreneurs qui travaillent sur ces questions-là, mais pour autant, la collectivité, elle, n'a pas encore mis en place de stratégie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre la manière dont s'organisent les acteurs économiques et puis l'impulsion politique. Donc ça, c'était sur beaucoup d'initiatives, mais peu de stratégies dédiées. Non, si tu peux retourner. Ouais. L'autre observation qu'on a pu réaliser, c'est-à-dire que les engagements en matière d'économie circulaire sont souvent dilués dans d'autres documents, c'est-à-dire des plans climat, des documents d'urbanisme ou des plans de gestion des déchets, et très rarement dans des plans de développement économique. Donc voilà, c'est vrai que nous, on s'est interrogé sur la cohérence de cette dilution, c'est-à-dire est-ce qu'on se disait, voilà, est-ce que la collectivité porte est-ce qu'elle évoque l'économie circulaire de manière opportuniste pour, par exemple, accéder à des financements européens? Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a choisi de plutôt se concentrer sur des stratégies dédiées et en écartant les stratégies que vous pouvez voir là sur l'écran, plutôt les programmes environnementaux ou les stratégies de ville intelligente qui mentionnaient l'économie circulaire, mais qui n'étaient pas forcément des plans de planification dédiés. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai dit, donc des stratégies qui sont quand même plutôt récentes, donc puisque la majorité des stratégies donc datent d'après 2020, donc on a 67% du corpus, et on a aussi des stratégies qui sont encore très centrées sur des objectifs de réduction des déchets. Donc ça peut s'expliquer du fait que dans un premier temps, l'économie circulaire, en fait, elle a été impulsée via les plans régionaux et municipaux de gestion des déchets. Donc on a encore cet héritage. Si vous regardez chaque plan, vous verrez que très souvent on a des objectifs de réduction de tonnage collecté qui apparaissent dès les premières pages. Donc voilà, un fort héritage de ce côté-là.
Ouais, après, tu peux passer, Sébastien, parce que je vais revenir sur le reste. Donc là, sur la méthodologie, donc sans rentrer dans le détail, mais on a opéré cette sélection de 54 documents. Donc, il faut savoir que c'était un travail de longue haleine, puisqu'il a fallu collecter dans l'ensemble des pays, donc écrire aux services, pour leur demander s'ils avaient mis en place des stratégies, puisque certaines n'étaient pas forcément publiées en ligne. Et ensuite, il a fallu les traduire pour pouvoir les étudier. Donc, c'était un gros travail de sélection de traduction. Et ensuite, on a élaboré une grille d'analyse sur les 3 questions de recherche qu'on s'est posées. Donc, je les détaille pas ici parce que je vais pouvoir les exposer ensuite. Et ensuite, donc, on les a analysées donc avec un logiciel MaxQDA. Donc, on a fait une analyse de contenu à partir d'une grille d'analyse et une grille de tags qu'on a monté en fait avec Sébastien. Donc sur les résultats maintenant, donc là on a structuré la présentation, on a repris, en gros on va présenter 3 résultats et chaque résultat est associé à une question de recherche que vous pouvez retrouver dans l'article. Donc le premier, voilà, le premier résultat, c'est vrai qu'on s'est posé la question de déployer l'économie circulaire. Oui, mais comment? Donc là on s'est intéressé au storytelling des stratégies locales. Donc autrement dit aux motivations mises en avant pour justifier le recours à l'économie circulaire. Et ce qu'on peut dire, c'est que les motivations sont d'abord environnementales et climatiques. Donc, dans la grande majorité des documents analysés, l'économie circulaire, elle est présentée comme un levier pour réduire la production de déchets, limiter l'épuisement des ressources naturelles et réduire aussi les émissions de CO2 associées aux activités extractives, au transport des matières premières ou au traitement des déchets. Donc là, sur le total, c'est les motivations climatiques environnementales, c'est 52%. Et ça, c'est pas une surprise parce que on a regardé ça aussi, quand on regarde le portage politique de ces stratégies, dans plus de 90% des cas, c'est porté soit par le service déchets ou le service climat-environnement. Donc très peu de stratégies émanent des services de développement économique. La deuxième motivation, lorsqu'on l'isole, c'est clairement, c'est la réduction des déchets. Donc ça, c'est l'objectif le plus visible, qui est, je le disais tout à l'heure, hein, souvent formulé de manière chiffrée dès les premières pages. Et on retrouve voilà, des objectifs comme former les citoyens, les commerçants au geste de tri, au réemploi, à les réparations. On va aussi retrouver voilà, l'objectif d'encourager les entreprises à intégrer davantage de matières recyclées dans leur chaîne de production, notamment via des incitations financières, l'accompagnement sur des projets pilotes. Là encore une fois, cet objectif de réduction des déchets est rattaché à la nécessité de limiter voilà, les défis environnementaux et climatiques. Et la justification économique, donc là c'est le troisième objectif que vous voyez à l'écran. Donc elle n'est pas pour autant écartée, mais c'est vrai que elle est assez secondaire et on positionne très souvent l'économie circulaire comme vectrice d'emploi dans les territoires. C'est-à-dire qu'elle va être identifiée comme un levier de création d'emplois locaux et non délocalisables, en particulier pour des activités de proximité, donc la réparation, le reconditionnement, tout ce qui est aussi logistique du réemploi, tri des textiles. Et aussi, et ça paraît aussi comme un argument, c'est-à-dire qu'elle est vue comme une opportunité d'insertion, notamment via l'économie sociale et solidaire pour favoriser le retour à l'emploi. Donc ça, c'était globalement vous retrouvez là, c'est ce qu'on, en gros, vous avez la liste des motivations que nous on a identifiées. Donc ça, en fait, si vous voulez, on a parcouru les documents et on a fait ce qu'on appelle du bottom-up. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Sébastien, sur la démarche. Oui, bah, sur le codage bottom-up, en fait, on lit les documents une première fois et puis ensuite on
on fait émerger des codes et on agrège ces codes en sous-thèmes, puis en thèmes, de façon à pouvoir ensuite identifier les principales motivations. Voilà, tout simplement. Donc la deuxième question de recherche à laquelle on a essayé de répondre, c'est déployer l'économie circulaire. Oui, mais comment? Donc là, on s'est intéressé au rôle et aux instruments mobilisés par les collectivités territoriales. Donc là, on est clairement dans l'intermédiation territoriale que présentait tout à l'heure Sébastien. Donc le premier rôle le plus récurrent, c'est celui de catalyseur. Donc c'est 38% des actions qui sont citées dans l'ensemble du corpus. Donc ce rôle, en fait, il est justifié par la nécessité d'impulser et de structurer le passage à l'action. Donc là, les collectivités vont plutôt se positionner comme des acteurs de mise en œuvre qui apportent les ressources matérielles, juridiques, financières pour rendre possible l'action sur le terrain. Donc on va retrouver l'aspect soutien aux porteurs de projets à travers toute une palette de leviers économiques, donc des subventions, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. On a aussi la commande publique via les achats publics circulaires, avec l'idée d'orienter la commande publique vers des produits issus du recyclage ou du réemploi, par exemple du mobilier recyclé ou des matériaux de réemploi dans les bâtiments publics. Avec l'idée aussi souvent derrière, c'est de structurer une demande locale et d'aller créer des débouchés pour toutes ces filières émergentes qui ont besoin du soutien de la puissance publique pour leurs premières commandes. On a aussi dans ce rôle de catalyseur l'aspect aménagement public, en l'occurrence aménager des infrastructures circulaires, c'est-à-dire créer des ressourceries, des lieux totems, des recycleries, des systèmes de consignes, avec l'idée d'aller matérialiser dans le quotidien des citoyens l'économie circulaire et aussi de renforcer les capacités logistiques du territoire. On a aussi l'aspect régulation, donc normé, régulé. Donc certaines collectivités adoptent des décrets assez contraignants. Donc c'est le cas de Ljubljana en Slovénie qui impose les emballages réutilisables lors d'événements publics. Donc voilà, ce sont des signaux politiques forts qui permettent aussi localement de faire évoluer les pratiques. Donc le deuxième rôle, donc c'est celui de promoteur. Donc là, c'est un rôle qui répond à des besoins d'acculturer les acteurs économiques, les habitants, mais aussi les agents publics à l'économie circulaire. Et donc du coup, voilà, de faire changer les comportements et aussi de créer une adhésion sociale à l'économie circulaire. Donc là, l'idée, c'est d'aller voilà, former, professionnaliser pour faire monter en compétences les habitants et les acteurs locaux. Donc ça, c'est le transfert de connaissances que vous voyez ici à l'écran. Avec ça, c'est clairement le dispositif qui est le plus associé au rôle de promoteur. Vous avez aussi les campagnes de sensibilisation, avec l'idée d'aller informer, de sensibiliser sur les réseaux sociaux, via la presse locale, par l'affichage ou lors d'événements, avec l'idée d'ancrer les bons gestes de réduction, de tri, de réparation dans les pratiques quotidiennes. Vous avez aussi, bon ça c'est pas récurrent, là c'est le dernier initiative communautaire, mais c'est quand même, on a trouvé ce dispositif assez intéressant, c'est d'aller mobiliser les relais de proximité, donc en l'occurrence des réseaux d'ambassadeurs formés pour diffuser les bonnes pratiques autour d'eux. Donc ça, voilà, pour expliquer rapidement le rôle de promoteur. Et vous avez un dernier rôle, celui de... Ah, c'était l'autre, Sébastien, voilà, de rôle de facilitateur. Donc là, on est plutôt sur un rôle de chef d'orchestre territorial, c'est-à-dire que la fonction de facilitateur va être davantage orientée aux entreprises avec le soutien aux affaires. Et elle répond aussi à des besoins de la part des entreprises, des besoins voilà, concrets d'animation, de coordination des activités économiques.
le rôle de facilitateur est très souvent lié à la mise en place de projets pilotes à petite échelle pour lever les freins techniques ou organisationnels et aussi préfigurer des modèles qui vont pouvoir être testés et ensuite reproductibles à l'échelle locale. On a aussi la mise en réseau via l'animation de réseau, avec l'idée de faciliter les liens entre les acteurs via des rencontres professionnelles, par des groupes de travail sectoriels, mais aussi par des espaces de dialogue, de plateformes, avec voilà l'idée de se faire rencontrer sur le territoire l'ensemble des acteurs économiques. Vous avez aussi un rôle d'appui direct aux entreprises. Ça, c'est plutôt très souvent les services de DevEco ou ce qu'on appelle donc en France les CCI, les réseaux consulaires qui vont venir mettre en place toute une offre de services d'appui à destination des PME, des TPE sur du diagnostic déchets, sur de l'accès au financement public et aussi sur du conseil sur les réglementations. C'est vrai que nous, l'Union européenne produit énormément de normes à destination des metteurs en marché. Donc très souvent, qu'elles ont besoin, ces metteurs en marché ont besoin voilà, de conseils sur comment transposer les normes dans leur process de production ou leur business model. Et on a aussi organisé les affaires. Donc c'est vrai que certaines collectivités vont faciliter l'installation concrète de projets d'économie circulaire, donc des tiers-lieux, des recycleries, des pôles ESS, via la mise à disposition de locaux, de foncier ou l'attribution de permis qui est conditionnalisé à la mise en œuvre d'activités circulaires. Tu peux passer, ouais. Donc là, on vous a remis encore une fois le détail du travail d'analyse qu'on a effectué. Donc vous avez les trois rôles et ensuite des dispositifs qui sont associés à chacun de ces rôles. Donc ça, c'est ce que j'ai présenté là sur les trois rôles. Et la dernière question de recherche qu'on s'est posée, c'est déployer l'économie circulaire, oui, mais pourquoi faire? Donc là, on a voulu comprendre les intentions de résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que les stratégies locales cherchent à obtenir concrètement en matière d'économie circulaire. Donc là, on a croisé les objectifs affichés dans les stratégies, dans les documents de planification, avec le référentiel des DIR que Sébastien vous présentait en début de conférence. Donc là, sans surprise, on a ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une économie circulaire qui est encore pilotée par la logique déchets qui est héritée du modèle 3R, donc réduire, réemployer, recycler. Donc avec une majorité d'actions qui visent plutôt le bas du cycle, hein, c'est-à-dire qu'on va limiter la production de déchets, on va minimiser ce qui est déjà produit, consommé ou jeté par le réemploi ou le recyclage. Et donc c'est vrai que même les campagnes de sensibilisation, lorsqu'on s'intéresse au contenu de ces campagnes, on s'aperçoit que quand on regarde les objectifs, qu'elles visent surtout à inciter à mieux trier ou à moins jeter sans nécessairement remettre en cause les logiques de production, de consommation. Et c'est vrai que les leviers amont, donc des DIR, donc tout ce qui est refuse, rethink, sont quasiment absents des plans d'action. Et il y a peu de réflexion sur les modèles économiques, les choix de conception ou la transformation des usages. On a aussi, tu peux passer Sébastien. Ouais. Hop. On a aussi ce qu'on s'aperçoit aussi, mais ça encore une fois c'est sans surprise, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on regarde l'émanation politique de ces documents de planification. C'est vrai qu'elles émanent pour la plupart toutes des services environnement et déchets qui sont donc cœur de métier assez éloignés des besoins des entreprises. Donc c'est vrai que c'est pas si elles émanaient des services de développement économique, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à davantage de dispositifs orientés vers les entreprises. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est lorsqu'on analyse l'orientation, c'est qu'on a une place encore très très marginale qui est accordée aux entreprises.
Elles sont très peu au cœur des stratégies analysées. Et c'est vrai que les actions qui les concernent relèvent surtout de la sensibilisation, de l'accompagnement ou de la formation, mais on retrouve très peu d'initiatives qui cherchent à transformer les modèles d'affaires. Par exemple, on a très peu d'ateliers qui sont destinés à comment j'intègre euh, la question du recyclage dans mon business model, la structure des coûts, ce genre de choses, c'est assez absent. En fait, c'est beaucoup de saupoudrage. En gros, qu'est-ce que l'économie circulaire et on va pas au-delà, quoi. Donc, on retrouve très peu d'initiatives sur voilà l'économie de la fonctionnalité, sur peu d'éléments aussi sur la mise en œuvre de synergies industrielles, rien ou presque sur l'économie du partage, sur comment j'intègre l'économie du partage dans mon business model. Donc, c'est vrai qu'on a des stratégies quand même qui se concentrent davantage sur les déchets ménagers, mais très peu sur la valeur économique qui peut être dégagée, générée des déchets des entreprises. Donc c'est vrai qu'on a une économie circulaire qui reste encore pensée depuis la demande, donc en l'occurrence les citoyens, mais très peu depuis l'offre. Je ne sais pas, Pour, Sébastien, tu voulais ajouter un mot non, non, sur non, l'implication. c'était exactement ça. Effectivement, la dimension entreprise, elle est largement oubliée des collectivités territoriales, ou en tout cas, c'est vraiment pas au cœur du sujet. Ouais. Et alors, effectivement, là, en termes de conclusion, il y avait deux points importants. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, il y a une vraie ambition de l'Union européenne pour accélérer l'économie circulaire et il existe une diversité d'outils aujourd'hui. Après, se pose vraiment la question de comment on peut donner aux collectivités les pleins moyens de jouer ce rôle de chef d'orchestre. Parce qu'on voit qu'il y a des collectivités qui sont très en avance, des collectivités qui ont envie d'y aller, mais est-ce qu'elles ont les moyens suffisants pour coordonner des acteurs, leur donner des ressources financières pour pouvoir accélérer l'économie circulaire? Bah là, la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, il y a un vrai besoin d'élargir l'ambition, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi beaucoup d'incertitudes politiques. Donc, le premier Circular Economy Act, il a été créé en 2015. On a eu, comme je l'ai dit en introduction, le Circular Economy Action Plan qui est toujours d'actualité, et donc ça c'est en 2020. Et puis là, il y a des réflexions avec un nouveau plan en 2026 avec une ambition très forte qui est de doubler le taux de circularité d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici demain, en gros, et avec comme ambition de dire que l'économie circulaire, elle va permettre deux choses. La sécurité économique, donc éviter les dépendances des ressources venant hors de l'Europe, en particulier dépendance aux pays asiatiques et aux terres rares, etc. Et puis améliorer la compétitivité industrielle du territoire européen via l'économie circulaire, avec des priorités affichées assez fortes. Nicolas, peut-être en dire deux mots, par exemple, sur le plastique. On voit qu'il y a des enjeux, par exemple, importants Oui. là-dessus. Et là, l'idée, oui, c'est d'aller créer, c'est assez nouveau là, donc c'est d'aller créer un marché unique euh, du recyclage, donc en l'occurrence favoriser la circulation des matières premières recyclées entre tous les États membres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez échanger en fait d'un pays à l'autre, parce qu'en fait on a la gestion des déchets, elle est très nationalisée en Europe, c'est-à-dire que si un recycleur veut importer d'un pays à un autre des matières recyclées, doit obtenir un certain nombre d'attestations. Et ça, en fait, ça freine pas mal les recycleurs. Et là, dernièrement, si vous avez suivi un peu l'actualité du domaine, vous avez en France les recycleurs du plastique qui montent au créneau, qui ont interpellé la Commission européenne en les incitant à réviser, à mettre en place en fait ce marché unique, puisque vous avez aujourd'hui une concurrence très forte entre les metteurs en marché de matières plastiques recyclées versus les metteurs en marché de matières plastiques vierges. Aujourd'hui, la tonne en fait
plastique vierge, c'est à peu près 800-900 euros la tonne. Et pour la matière recyclée, enfin le plastique recyclé, on est au double. Donc en fait, c'est clairement pas du tout incitatif pour un certain nombre d'entreprises à aller intégrer dans leur structure de coût des matières premières recyclées. Donc il y a une très forte attente là-dessus de créer un marché unique du recyclage qui viendrait être alimenté par la généralisation des filières REP que vous retrouvez en Europe. En tout cas, voilà, là-dessus, ce Circular Economy Action Plan version 3, il est hyper attendu et on pousse pour que justement les collectivités territoriales soient au centre en tant qu'intermédiaires territoriales, justement pour mieux accompagner les entreprises dans leur transformation de leur business model. C'est vraiment un peu l'idée, quoi. Bon, là, du coup, sur la discussion, je n'ai pas pas de choses particulières à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit, hein. En tout cas, l'agenda de recherche sur le sujet, il est foisonnant. Il y a plein de pistes de recherche futures. Bon, là, on s'est uniquement effectivement attardé à des analyses de documents stratégiques. On pourrait aussi s'amuser à aller soit faire des entretiens avec ceux qui ont construit ces stratégies-là, ou alors faire des analyses longitudinales en regardant, voilà, il y a une stratégie qui a été faite en 2015. Maintenant, on regarde où en est des résultats par rapport aux objectifs affichés dans la stratégie. Donc, voilà, il y a à la fois des analyses d'impact, des analyses de suivi de ces stratégies. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, on pourrait aussi s'amuser à l'instar de ce qu'ont fait Just Raja Ozon et Shedrack Chambessi dans un article qu'ils ont publié l'an dernier dans le Cambridge Journal of Regions and Cities sur le lien entre caractéristiques des territoires et mise en œuvre de l'économie circulaire. Et effectivement, je pense que ça s'y prêterait très bien aussi à partir des données dont on dispose et qu'on pourrait répliquer effectivement en Europe pour regarder dans quelle mesure, par exemple, les héritages institutionnels, la couleur politique, le passé industriel et d'autres caractéristiques de territoire peuvent influencer le niveau d'engagement dans l'économie circulaire, la capacité à mettre en œuvre l'intermédiation territoriale, etc., etc. Ouais. Et Voilà. juste Oui, peut-être vas-y. un mot, Sébastien, très rapidement. C'est vrai que cette étude, elle est complémentaire avec celle qu'on a réalisée auprès de donc là, on a fait une analyse documentaire, mais dans une autre étude, on est allé interroger une soixantaine, 79, je crois, ou de mémoire, ou 69, je ne sais plus, chargés de mission, en fait, Ah oui. plutôt les profils opérationnels qui mettaient en œuvre l'économie circulaire dans les territoires, donc régions, municipalités, intercommunalités, et on a adressé une analyse assez poussée sur les freins et les leviers au déploiement de l'économie circulaire. Donc ça, c'est un article qui a été publié dans Ecological Economics. Et là, on travaille, si tu veux en dire un mot, Sébastien, prochainement sur une enquête auprès des maires. Une grande Ouais, enquête. rapidement, en termes de conclusion, effectivement, là, on s'aperçoit que dans la littérature, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le rôle des entreprises en tant qu'acteurs d'économie circulaire et quels sont les freins et les leviers au déploiement d'économie circulaire dans les entreprises. Là, il y a une littérature émergente sur quels sont les freins et leviers au déploiement d'économie circulaire dans les territoires. Et nous, là, prochainement, on va faire une grosse enquête au niveau national auprès des maires pour regarder qu'est-ce qui motive les maires avec une approche en économie comportementale et en psychologie politique. Qu'est-ce qui motive les maires à s'engager dans l'économie circulaire? Donc voilà, ça c'est l'agenda à venir de ce qu'on fera au sein de la chaire. Génial, merci beaucoup. Excellente présentation, vraiment informative. Puis ça trouve vraiment écho chez nous aussi, avec Just Rajanson, Philippe Genois-Lefrançois, moi-même, Shedrack, les travaux qu'on fait sur la mise en œuvre des stratégies d'économie circulaire, parce qu'il y a des feuilles de route, il y a des stratégies, mais souvent ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peu d'instruments de mise en œuvre. Il y a peu d'instruments de mise en œuvre, donc on se demande est-ce que ces stratégies-là sont vraiment est-ce qu'elles sont tablettées? Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Puis, je suis quand même heureuse de voir que dans les stratégies que vous avez analysées, il y a des instruments qui ont été identifiés dans ces stratégies-là. Et puis, je me demandais, ça c'est une petite question méthodologique, vous codiez par segment.
C'est-à-dire que si un instrument est mentionné, le même instrument est mentionné plusieurs fois dans le même document, il va être codé plusieurs fois. N'est-ce pas? Oui. Oui, Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de l'instrument et à chaque fois, on se posait la question, est-ce que cet instrument est de l'ordre du promoteur, facilitateur ou catalyseur? Et après, parce qu'en fait, parfois, dans les plans d'action, vous aviez des actions qui étaient répétitives. Lorsque l'action visait le même public et la même finalité, on l'a codée qu'une fois, mais par contre, vous avez parfois, si je prends l'exemple des ateliers, on avait des ateliers à destination des entreprises qui portaient sur telle action, donc sans le coder. Si vous aviez aussi même atelier, mais à destination des citoyens, on le codait une deuxième fois. Très bien. Très bien. Donc, ça biaise pas trop les résultats, là. Non. Donc, ça, c'est une question méthodologique. Il y a des questions ici dans le chat, mais je vais me permettre une question un peu plus macro. Vous avez probablement pris connaissance de l'article de Federico Savini dans Urban Studies, qui a été publié le 30 octobre dernier, qui dit que Circular economy is over, the scalar politics of circular economy. Donc, l'économie circulaire est terminée. Les chiffres ne démontrent pas que c'est une stratégie efficace pour réduire la quantité de ressources naturelles de manière significative là, qui soit extraite. On doit réfléchir à une stratégie de décroissance. Est-ce que vous auriez une réplique à l'auteur? Alors, il y a une réplique que je pourrais faire référence à un autre article qui a été publié récemment par Johan Kircher et compagnie sur pourquoi il faut poursuivre l'économie circulaire en gros et quelles sont les critiques et comment adresser ces critiques qu'on fait à l'économie circulaire. Et donc, effectivement, dans l'article publié récemment dans Urban Studies, voilà, il parle de la fin de l'économie circulaire, etc. Néanmoins, il y a pas mal d'arguments. Alors, je vais juste retrouver le lien et je peux le mettre dans le chat. Mais je vais le retrouver, Sébastien. Où tu le retrouves, ouais. Mais il y a effectivement cet article qui est plutôt bien ficelé. Et il faudrait même mettre le lien vers le post LinkedIn de Julian. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc lui, il dit voilà, notre article, etc. On adresse ça. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les commentaires de ce post LinkedIn, parce que il y a aussi des débats entre les chercheurs dans les commentaires de ce fameux post LinkedIn où ils parlent où certains disent en fait les arguments qui sont donnés sont peut-être pour être poussés ou etc. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Après, là, on parle d'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a des nouveaux mots qui commencent à émerger, genre l'économie régénérative. Par exemple, en France, il y a la métropole de Lille qui veut devenir la première métropole en Europe régénérative. Alors après, qu'est-ce qu'on met dedans et derrière, c'est encore des gros mots, j'ai envie de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un enjeu assez important, en tout cas, l'article de Federico Savini, il a le mérite de pousser dans les retranchements et de challenger l'économie circulaire en disant est-ce qu'on peut vraiment relocaliser les chaînes de valeur globales, oui ou non, c'est pas certain, etc. Ouais, en tout cas, il y a un beau débat autour de ça et c'est cool et c'est foisonnant. Mais il pose des bonnes questions, puis pour moi, je vois un peu un parallèle avec les grandes conférences et les accords climatiques. C'est-à-dire que malgré ces accords-là, le climat continue à se réchauffer, mais le contre-argument, c'est que s'il n'y avait pas ces grandes conférences-là, ce serait pire. Puis s'il n'y avait pas l'économie circulaire, les chiffres seraient encore plus accablants. Donc c'est pas parce que il faut quand même continuer à travailler et faire notre possible, mais c'est bien d'avoir une critique constructive, disons. Ouais, c'est d'avoir une critique constructive en disant c'est bien d'écrire des belles stratégies, comme tu le disais juste avant, en disant c'est bien d'écrire des bonnes stratégies, des grandes stratégies, mais c'est mieux si elles sont mises en œuvre et c'est mieux s'il y a les moyens à côté, etc. quoi. Je vais me permettre une dernière intervention avant de passer aux commentaires et aux questions du public. Ce que je trouve intéressant avec votre étude également, c'est qu'elle met en exergue le rôle des différents acteurs puis des dynamiques multiniveaux, parce que là, on voit bien que l'Union européenne est interpellée par les recycleurs pour modifier les normes. Tu sais, quand on pense à le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la décision doit être prise au niveau le plus près de la population,
possible, mais des fois, c'est impossible. Et là, c'est au rôle des intervenants, tu sais, soit de l'État central ou de l'Union européenne, d'ajuster leur politique. Est-ce que vous le voyez souvent, ça, des choses qui remontent et des demandes vers l'État central ou l'Union européenne? En fait, c'est vraiment l'articulation multiniveau, elle est assez complexe. C'est-à-dire que, par exemple, l'Union européenne va lancer une grosse directive, etc. La France va être obligée de l'appliquer et après, elle va demander est-ce que les collectivités s'y mettent, etc., etc. Mais il y a aussi vraiment une logique d'accompagnement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le couple État, région, municipalité fonctionne très très bien en France. Et l'État, via son agence de la transition écologique, l'ADEME, finance des territoires pour accélérer l'économie circulaire. Donc, elle met de l'argent sur la table. Et donc, les territoires en question, des municipalités ou des intermunicipalités, des intercommunalités, doivent mettre en place une stratégie avec des objectifs affichés, précis, monitorés, avec l'agence de la transition écologique qui suit très fort ça. Ça a vraiment des effets positifs. Il y a des beaux exemples là, en Normandie, à Caussène, à Dunkerque, dans les Hauts-de-France. En tout cas, voilà, il y a des territoires il y a combien de territoires qui ont été labellisés, Nicolas? Je ne sais plus, je dirais une cinquantaine. Oui, en fait, il y a l'accompagnement, la mise en œuvre, il est hyper institutionnalisé en France, que Ouais, Sébastien le disait, l'ADEME, en fait, elle met en place des programmes de labellisation et donc du coup aussi des enveloppes financières associées sur 4 ans qui permettent aux collectivités d'aller recruter, en l'occurrence, des chargés de mission que nous on a interrogés dans un autre article. Mais voilà, donc ça pousse en fait les collectivités à mettre en œuvre et donc elles ont des ressources financières en plus pour aller financer des projets pilotes, faire de la formation, accompagner les entreprises. Mhm. Donc, la dynamique descendante est réelle aussi, en oui, même Oui, temps très que la... clairement, ouais. Ouais, oui, Très oui. clairement, ouais. Ouais, 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 ouais. c'est super. Première question de la Ville de Montréal. Donc, à Montréal, c'est le service du développement économique qui est responsable de la démarche d'économie circulaire, qui est très orienté vers l'écosystème d'affaires. Puis, on se demande de quelle ville Montréal pourrait s'inspirer en Europe. Est-ce qu'il y a une municipalité où où la stratégie est pilotée par le service de développement économique ou qu'il y a un volet Ouais. écosystème? Bah, il y en a pas mal, hein. Nicolas, tu peux peut-être donner des exemples. Il y en a effectivement pas mal. En tout cas, ce qui est sûr et clair. Oui, il Vas-y, y a vas-y. Munich. Ouais, il y a Munich. Euh, Après Munich, il y a le problème avec Munich, c'est que c'est très orienté à faire business entrepreneuriat, avec, je le disais, la plateforme Circular Munich qui s'est montée. Vous avez aussi Circular Stockholm, vous avez Circular Berlin, mais en fait, c'est des villes qui l'économie circulaire est en fait, elle est développée, implémentée via les milieux d'affaires, mais sans nécessairement les collectivités ne publient pas encore de stratégie dédiée. C'est-à-dire que là, en fait, dans ce que dit Nicolas, c'est que il y a des belles villes en exemple, celles qu'on vient de citer là, mais que ces villes ne sont pas complètement à la manœuvre. C'est plutôt les Les milieux d'affaires. entreprises et les milieux d'affaires qui se sont organisés entre eux pour développer des stratégies. Après, il y a des villes exemplaires. Amsterdam, c'est une ville qui est Mhm. très connue. Dunkerque aussi, donc en France. Donc il y a quelques villes comme ça exemplaires. Grenoble aussi en France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est plutôt ce qui est bien, c'est que et c'est une bonne nouvelle, c'est que à Montréal, c'est bien le service du DevEco. Pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que on s'est aperçu dans l'autre article appuyé dans Ecology Economics que lorsque c'était le service déchets environnement qui gérait la question de l'économie circulaire, bah, c'était une logique très gestion des déchets, donc en bas de l'échelle des DIR, et que c'était Était perçu beaucoup comme une contrainte. perçu comme une contrainte et aussi que il ne savait pas parler au milieu d'affaires, quoi. Il ne savait pas parler aux entreprises parce que c'était géré par des rudologues et plutôt des ingénieurs en environnement plus que par des gens qui connaissent le monde de l'entreprise. Donc tant mieux en tout cas qu'à Mm. Québec, pardon, à Montréal, ça soit géré par CICECO. Mhm, mhm. Question sur la participation citoyenne. Donc,
On voit que parfois on voit le citoyen comme étant un consommateur, mais est-ce qu'il y a des municipalités ou des exemples que vous pouvez donner sur qui ont fait une plus grande place à la participation citoyenne au-delà du citoyen en tant que consommateur? Alors là aussi, c'est hyper intéressant parce que sur la construction de la stratégie, c'est ultra rare que les citoyens soient consultés. Néanmoins, il y a aussi des belles initiatives partout en Europe où là, le citoyen, il est associé à la démarche d'économie circulaire. Il y a en France en particulier plusieurs lois plus ou moins récentes qui incitent le citoyen à être acteur au niveau local du déploiement de l'économie circulaire avec de l'initiation au tri au réemploi, etc., etc. Mais voilà, je ne sais pas si tu as des exemples concrets, Nicolas, mais en tout cas, il y en a une tripotée en Europe où il y a des belles initiatives comme ça, ouais. Et où on essaye de pousser le citoyen à être acteur aussi de la stratégie et aller vers le déploiement de l'économie circulaire, notamment vers des pratiques de seconde main, réemploi, économie de la fonctionnalité, etc., etc., avec la collectivité territoriale qui va parfois donner des chèques pour faciliter la réparation, des choses comme ça, ouais. Après, c'est vrai que en soi, dans la construction, la gouvernance et le périmètre des stratégies, en tout cas, ça transparaît pas Pas du tout, non, ouais, dans les ouais. stratégies en disant on s'est Sur la appuyé sur. construction, non. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Il n'y a pas une co-construction avec les citoyens, quoi. Mm, mm, On les mm, mm. sollicite via j'en parlais tout à l'heure, les réseaux d'ambassadeurs, ça revient assez souvent. Mais c'est vrai que dans la gouvernance, moi, à aucun moment j'ai vu il y a un conseil dans lequel participeraient les citoyens. C'est vrai qu'ils sont davantage destinataires des instruments, mais peu concepteurs, quoi. Ouais, effectivement. Merci. Question sur la mise à l'échelle de l'économie circulaire. Comment entrevoyez-vous la faisabilité et la mise en place d'une stratégie en économie circulaire à l'échelle mondiale, incluant toutes les parties prenantes et qu'il y ait une unité dans l'approche? Alors, si on regarde, alors c'est une grosse question ça. Si on regarde ce qui est fait par exemple en Afrique, pour avoir pas mal été, enfin en tout cas moi dans le Maghreb, euh, on s'aperçoit que l'économie circulaire est déjà très 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 développée, mais elle reste largement informelle. Enfin, même quand on va dans les pays en général en développement, le réemploi, la réutilisation, la réparation, etc., etc., c'est quasiment leur quotidien pour pas mal de citoyens, mais ça reste très informel. Et donc, est-ce qu'il faut mettre dans l'économie formelle toutes ces dynamiques-là? Bah, peut-être. Est-ce qu'il faut harmoniser? Bah, du coup, là, si je mets ma casquette de géographe, je dirais que bah, les caractéristiques des territoires comptent Mm, et que ce qui se passe dans un territoire en termes d'économie circulaire, bah, il est très dépendant des ressources qui existent sur les territoires. Et, et alors, une gouvernance mondiale de l'économie circulaire, je pense il y a collectivement, on a tous intérêt à mettre en place l'économie circulaire. Après, j'ai envie de dire, j'attends plus grand-chose des grandes instances gouvernementales, intergouvernementales, internationales pour faire bouger les lignes, mais plutôt des initiatives locales. Là, on le voit, hein, la COP qui a lieu en ce moment, ils galèrent toujours, ils sont pas d'accord sur rien du tout. Et ça fait une trentaine de COP que voilà, on se dit la même chose. Et en revanche, à l'échelle locale, il y a beaucoup d'initiatives qui fonctionnent. Donc, je crois plutôt à la multiplication des initiatives locales qui vont faire que ça va avancer. Ouais. Oui, disons que le multilatéralisme en a pris pour son C'est ça. rhume dernièrement. Euh, Est-ce que vous avez observé des villes ou des régions qui ont adopté des stratégies d'économie circulaire, mais qui en ont délégué la gestion à une tierce partie, qui ont financé un organisme pour la mise en œuvre? Oui, ça Oui, arrive. Vas-y, vas-y. il y a ouais, il y a Bruxelles.
qui passe par Bruxelles et le hub Bruxelles aussi. Il y a Amsterdam qui passe par pas vraiment des agences, c'est pas vraiment des agences de développement économique, mais qui passent par des agences d'animation, quoi, des milieux d'affaires. Donc ça, vous avez, je peux vous l'envoyer, Bruxelles et Hub Bruxelles. Un certain nombre d'agences un peu satellites qui sont plutôt qui sont des associations, quoi, mais qui gravitent autour des collectivités sur la mise en œuvre, quoi. Est-ce que vous avez des observations à l'égard de de ce type de gestion? Non, on n'a pas encore. OK. C'est vrai qu'on. Si c'est souhaitable ou pas. Ouais, on pourrait creuser en étudiant les différents modes de gouvernance de l'économie circulaire, Ouais. en allant interroger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être souhaitable dans le cas où finalement c'est un service environnement qui n'a pas forcément les compétences ou les compétences et les connaissances pour déployer un écosystème territorial circulaire. Parfois, c'est aussi souhaitable que ce soit un cabinet d'études ou un bureau d'études ou un pôle de compétitivité ou un cluster ou en tout cas des assembliers qui soient plus au cœur des problématiques de l'économie circulaire pour déployer ça. Mais ça mériterait d'être testé en tout cas. Ouais. OK, je me permets une dernière question. Ce qui vient pas de moi, qui vient du public. Vous mobilisez le cadre de l'intermédiation territoriale en distinguant les rôles de promoteur, facilitateur, catalyseur, activateur des collectivités. Avec le recul de votre analyse, quel rôle vous semble aujourd'hui le plus difficile à opérationnaliser pour les villes et les régions et quel type de compétences ou de ressources institutionnelles font le plus défaut pour l'assumer pleinement? Je dirais que le rôle de facilitateur, c'est le plus simple. Parce que en gros, les collectivités elles connaissent tous les acteurs qui sont sur leur territoire et donc c'est simple de mettre en relation les gens. Après, le rôle de communicant, d'essayer de faire en sorte que ça se mette en place, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Quand on fait des politiques à destination des citoyens pour qu'ils changent leur comportement, pour qu'ils fassent plus de réemploi, pour ceci, pour cela. Quand on communique auprès des entreprises pour qu'elles organisent qu'elles fassent de l'éco-génie territoriale, en fait, on s'aperçoit que ça marche pas toujours, ça fait flop parce que peut-être soit elles savent pas s'y prendre, ou soit il n'y a pas suffisamment de moyens, ou les communications sont pas suffisamment adaptées. Et la question de la communication, ça s'invente pas. Voilà, il y a des chercheurs en nudge, en psychologie environnementale qui montrent que changer les comportements, c'est pas si simple. Donc peut-être que là-dessus, la collectivité là, elle est moins à l'aise avec ça, quoi. Après, dans le rôle d'orchestrateur, je pense qu'elle est très forte, c'est-à-dire que en tant que chef d'orchestre pour lancer des projets, agréger, mettre en collaboration les acteurs du territoire, ça, elle est a priori la plus à même de pouvoir le faire. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que c'est suffisant? Et ce serait le sujet de notre prochain webinaire. Je vous remercie à vous deux. C'est tout le temps qu'on a. Sébastien Bourdin, Nicolas Jacquet, cette présentation sur la contribution des villes et des régions européennes à l'économie circulaire qui les soutiennent était particulièrement instructif, là. Merci à tous et à toutes pour votre participation, vos questions très pertinentes. On espère que la discussion aura été enrichissante. N'oubliez pas de consulter les prochains webinaires sur notre site web ainsi que sur la page YouTube du REC et n'oubliez pas la prochaine qui sera le 16 décembre là, au sujet des pratiques d'économie circulaire des entreprises québécoises. Donc, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous remercier et à la prochaine. Merci. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Prochaine.